Et donc on démarre avec François-Xavier Oliveau. Bonjour François-Xavier. Bonjour Stéphane. Associé Initiative et Finance, on dira peut-être un mot si on a le temps, parce que c'est très intéressant. Donc vous publiez un bouquin qui s'appelle La crise de l'abondance. Ouais. Et alors, mais je vous l'ai dit d'ailleurs François-Xavier, j'étais passé à côté. Parce que je regarde le titre, je me dis, putain, encore un gars qui veut la décroissance. Voilà. C'est tout le contraire, les amis. Voilà. Donc, je me permets de dire, le titre est un peu étrange, parce que c'est pas la crise de l'abondance, finalement, c'est comment profiter de l'abondance. Ouais, un peu. C'est ça votre bouquin. Ouais, mais justement, on n'en profite pas et c'est ça la crise. Et on n'en profite pas. Bon, alors, on commence par l'abondance, quand même, parce qu'il y a un certain nombre. C'est, franchement, je vous le dis, hein, pas de flagornerie, c'est très très bien fait pour, en fait, se mettre à la page sur tout un tas de sujets. Voilà. Il y a un petit côté encyclopédique dans votre bouquin qui voilà, est très, très réjouissant et très bien fait pour se mettre à la page. Mais vous résumez tout dans un chiffre. Ça m'a scotché. On meurt 3 fois plus d'obésité que de malnutrition. C'est dingue, hein, dans le monde. Dans le monde. Voilà. Dans le monde. Ouais. Ça résume, pour vous, ça résume en fait. Oui, ça résume la crise de l'abondance. En fait, nos crises en fait, proviennent du fait qu'on ne maîtrise pas une abondance qu'on a réussi à conquérir, j'allais dire, à la force du poignet. Grâce à l'innovation technologique depuis 2 siècles, on a fait des progrès absolument inouïs. On vit dans une époque que nos ancêtres rêvaient en fait, en réalité. On vit dans un pays de cocagne moderne qui pourrait être merveilleux et en fait, qui est traversé par des crises. Et ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est que ces crises sont liées à notre incapacité à gérer cette abondance. À notre incapacité à gérer cette abondance. Et puis, alors, il y a cette phrase-là qui est en exergue d'un de vos chapitres. Pour la première fois dans l'histoire des hommes, l'offre a commencé à dépasser la demande. Ainsi est apparu un problème entièrement nouveau. Mais qui va donc acheter toute cette camelote? Ouais, c'est une phrase de Yuval Harari et ça le résume très bien. Elle est incroyable, cette phrase. Magnifique, c'est magnifique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, le marketing est là pour cette société de consommation que dénonçaient certains de nos parents. C'était le grand truc des années 70, la société de consommation. Elle est maintenant digérée, c'est-à-dire on en a une sorte d'indigestion, François-Xavier. C'est surtout qu'on a la capacité de produire absolument tout ce qu'on veut. En fait, en réalité, on est passé d'un monde où depuis la nuit des temps, c'était l'offre qui limitait la consommation. On achetait une voiture à partir du moment où elle était noire et on n'avait pas le choix, en fait. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, d'ailleurs, l'après-Covid, c'est un problème de demande, en fait. On a un problème de demande, il faut que la demande vienne, mais l'offre, elle est là. En fait, on sait produire. Ce que j'explique dans le livre, c'est qu'on a la capacité de travail, on a le capital, on a les ressources naturelles, on a les outils de production. On va y aller, attendez, on va y aller, mais c'est très intéressant ce que vous dites, et c'est ça aussi sans doute, peut-être même encore plus la racine de la crise. Ça touche pas que les biens matériels. Non. Ça touche aussi l'immatériel. Oui, les services, les biens, tout. On a aujourd'hui une capacité. L'information, bien sûr. L'information, on est dans une abondance d'informations inouïe. Enfin, on peut pas, on est incapable de consommer le centième ou le millième de toute l'information qui est produite et on est saturé. Et ça nous perd. Ça nous perd parce qu'on a du mal à s'y retrouver en fait. Enfin, on a un problème de surinformation, pas de sous-information aujourd'hui. C'est de faire le tri en fait et d'arriver à analyser quelle est la bonne information parmi la masse qui nous déborde. L'information, le divertissement et donc derrière quoi, une sorte de sentiment permanent d'insatisfaction. Oui, peut-être, mais enfin, effectivement, il y a effectivement cette logique de potentiellement insatisfaction, mais il y a plus grave que ça en réalité. Il y a vraiment des outils structurels de gestion de l'économie qui ne sont pas du tout adaptés en fait. Mais c'est intéressant d'ailleurs parce que pour reprendre la première phrase, j'ai vu ce néologisme d'infobésité qui correspond tout à fait dans l'aspect immatériel à ce que vous décrivez dans l'aspect matériel. On meurt 3 fois plus d'obésité que de malnutrition. Il est verrouillé ce chiffre-là. Il est sourcé. Il y a une belle bibliographie. Donc je vous fais confiance. Mais normalement, ça doit être sourcé. D'accord. Je vous poserai pas de tête vous la source, mais ça doit être dans les notes. Ouais. Et alors, ce que vous dites, c'est l'effondrement de la rareté n'aura pas lieu. Parce que moi, c'est ce que j'entends beaucoup. C'est finalement la planète va nous contraindre. Ouais. Et en fait, elle nous contraint, mais sous une forme. En fait. Il faut relire en fait toute la logique sur la fin de la croissance. Et il y avait plusieurs scénarios dans ce livre de 72 sur la fin de la croissance. Un premier scénario... Quel livre de 72 sur la fin de la croissance? Parce que moi je connais Malthus à la limite dans le. Non, mais 1972. Les limites de la croissance. Le livre sur les limites de la croissance. En fait, il y avait plusieurs scénarios d'effondrement des époux Meadows. En fait, plusieurs scénarios d'effondrement. Le premier, c'était on va arriver au bout des ressources de la planète et on va s'effondrer comme ça.
En fait, ça, non, ça marche pas. Ça on n'y arrive pas. Ça, c'est Malthus, c'est les Anglais en 1850, on était persuadés avec le charbon, etc. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, les réserves qu'on a identifiées, ce qu'on appelle les réserves, on a plus de 30 ans de réserves, en fait, ce sont uniquement l'infime partie de nos ressources qui sont identifiées, mais en réalité, il y en a beaucoup plus que ça. Et en réalité, on pensait, moi je me souviens, j'étais en 6e en 1980, et ma prof d'histoire géo me disait, dans 20 ans, on n'aura plus de pétrole. Mais ça m'a traumatisé, j'étais complètement terrifié. En fait, on en consomme 2 fois plus qu'à l'époque. Alors, il faudrait que je retrouve la date. Je crois que c'est 93-94. C'est un documentaire choc que fait Canal+, je m'en souviens très bien, sur la fin du pétrole. C'était une évidence. Ouais. Voilà, il n'y a plus de pétrole. Ouais, il n'y a plus de pétrole. Et c'était évident et ça allait s'effondrer. Et dans les années 2000, il y a des prévisions du pétrole à $350 le baril. Enfin, ça fait 40 ans qu'on dit qu'il n'y aura plus de pétrole. Et en réalité, non seulement on en consomme 2 fois plus, mais en plus, il est 2 fois moins cher qu'en 1970. Ouais. En 1970, vous achetiez un litre d'essence à 1,10 franc avec un SMIC à 3,50 francs. Donc, il fallait travailler 20 minutes pour acheter au SMIC un litre d'essence. Et aujourd'hui, il faut travailler 10 minutes, puisque le SMIC est à 9 malgré les 2 chocs pétroliers. Malgré les 2 chocs pétroliers et malgré un petit peu de taxation, on va dire, sur l'essence Ah oui, en plus, c'est l'essence, c'est pas le pétrole. Non, c'est TTC. Je parle de l'essence TTC. Malgré la taxation et malgré les 2 chocs pétroliers, on paie l'essence 2 fois moins cher aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Et en plus, on roule 2 fois plus avec, parce qu'en plus, elle a une meilleure autonomie et elle pollue moins. Et donc, en fait, on a craint qu'on n'allait pas avoir assez de choses pour vivre. En fait, on en a. Et c'est la surconsommation de ça qui nous pose un problème. C'est le réchauffement climatique, c'est la dégradation de la biodiversité et des écosystèmes. Donc là, on a un énorme sujet, un vrai sujet planétaire de limite de la planète, mais qui n'est pas lié à la rareté, qui est lié à l'abondance. Ouais. C'est parce qu'on surconsomme qu'on détruit notre planète. C'est pas du tout. On n'est pas dans un manque de ressources. En réalité, quand vous faites le calcul des ressources minérales de la Terre, etc., on a alors plein voilà, de ressources. c'est ça. Vous faites tout un chapitre sur ces terres rares qui ne le sont pas. Mais non. Elles ne sont pas du tout rares, les terres rares. Enfin, elles sont très mal nommées. Vous avez une production mondiale de terres rares de 200 000 tonnes annuelles. Vous avez 120 millions de tonnes de réserves, c'est-à-dire identifiées. Ouais. Donc 600 ans de réserves identifiées. Et si on cherche, on va en trouver d'autres. Parce que la composition de la croûte terrestre, c'est des millions de fois plus que ça. C'est ça. Et vous décrivez bien alors, c'est parce qu'ils ont été très prudents là-dessus, les Chinois. À un moment, on dit « Ah mon Dieu, ils vont tenir le monde entre leurs mains, pas à cause des terres rares ». Ils ont fait s'envoler les prix et donc se rouvrir les mines. Les Australiens se sont mis à aller chercher ce qu'ils... Exactement. Ouais, c'est ça. Et en 2012, ils ont essayé de serrer le truc. Ça n'a pas du tout marché. En fait, les cours ont monté pendant quelques mois. Ils se sont recassés la figure. Les Australiens... Est-ce que les Australiens ont ouvert les mines, en fait? Voilà. Et aujourd'hui, ils avaient 80% de part de marché sur le marché en 2012. Ils en ont 55 aujourd'hui. Bon, et donc ça n'a pas marché leur truc. Et donc effectivement, le mythe de la Chine qui bloque les terres rares, en réalité, c'est complètement surestimé en fait. Et on n'a pas. Il peut y avoir des questions de tension. Aujourd'hui, il y a des tensions sur les matières premières. Actuellement, les matières premières les prix sont envolés depuis quelques mois, mais ce sont les tensions qui sont liées à la remise en place des supply chains. Après, tout à fait. Voilà. Ouais, on n'est pas du tout sur une rareté structurelle, pas du tout. En revanche, l'abondance, la surconsommation, oui, là, il y a de la destruction des écosystèmes, il y a des impacts sur la biodiversité, il y a un réchauffement climatique. Donc c'est bien l'abondance qui pose le problème de la crise de la Terre. C'est pas du tout la rareté. Et tout ça, alors vous l'avez dit d'un mot, effectivement, dans une ambiance de déflation. Ouais. Alors, vous avez parlé de l'essence. Moi, j'ai chopé un exemple qui va droit au cœur de ma très très lointaine vie d'adolescent. Le prix d'un 33 tours en 75, c'est vrai que c'était 50 francs. Je me souviens très très bien de ce prix, c'était 50 francs. Et c'est à peu près, oui, aujourd'hui, 5 mois d'abonnement pour 50 millions de titres, 350 millions de titres, je ne sais pas combien il y a de millions de titres sur Deezer, Spotify, tout ce que Apple Music, enfin tout ce que vous pouvez. Voilà. Vous ne pourrez jamais écouter, donc voilà, c'est ça. C'est sidérant. Ouais. C'est dingue, hein. Et on n'a pas conscience de ça, en fait, on a oublié. De ce qu'on vit dans un pays, voilà. On a oublié. Dans une civilisation de cocagne. On a oublié, mais en 75, vous aviez la chaîne unique quasiment, ou peut-être 2 chaînes ou 3 chaînes de noir et blanc, et là, vous avez, enfin, je n'ose même pas décrire l'offre audiovisuelle que vous avez. Ouais. Le loisir, depuis 40 ans, ça a juste explosé, quoi. On est dans une abondance totalement inimaginable il y a 40 ans. Oh, on n'est pas loin d'avoir tout à fait le même âge. On allait à la Fnac, on écoutait les disques et on savait qu'on pouvait en acheter qu'un seul dans le mois. Exactement. Et il fallait choisir. Mon Dieu, c'était... Exactement. C'était un truc de dingue. Et ouais, non, là, non. Donc, cette crise de l'abondance n'est pas une crise de production, crise de consommation. Mais encore une fois, est-ce que vous y mettez quelque chose de... Alors, j'ai pas envie de dire moral, mais... Le fait que ce que nous sommes n'est pas programmé pour vivre dans l'abondance. Et que c'est ça qui, notre métabolisme, voilà, je vais dire ça comme ça.
Et c'est ça qui fait qu'on n'y arrive pas à se réjouir. En fait. Je suis pas neuropsychologue. Non, et vous avez pas. Non, mais vous auriez pu, comme vous avez vraiment bossé pour écrire le truc. Non, vous êtes resté dans le champ économique. Je suis resté dans le côté économique, qui est plus mon moteur et ma zone de confort. Le côté chasseur-cueilleur, tu vois, qui à un moment a plus rien à chasser, a plus rien à cueillir. Ce qui est sûr, c'est que c'est un changement de paradigme et de logique, mais complètement hallucinant. C'est-à-dire qu'on a effectivement vécu dans la rareté depuis des millénaires et que c'est hyper dur de s'adapter à un monde qui s'est inversé à ce point-là où la capacité de production a dépassé la demande. Ça, c'est très très difficile et ça fait qu'on a des réflexes qui sont ancrés dans le passé. Alors, je ne sais pas si c'est pour des raisons neuro, etc., j'en sais rien. Ouais. Mais ce qui est sûr, et donc il n'y a pas du tout de jugement moral dans ce que j'écris. En revanche, il y a un aspect économique de dire il y a des choses qui sont mal calibrées, qu'on fait mal. Alors, on va y aller. Et toute la deuxième partie de cette interview, on va aller sur... comment vous passez de l'un à l'autre, d'ailleurs, je ne sais pas trop, mais enfin, peu importe. Oui, en fait, vous vous dites, à partir du moment où on constate qu'on est avec cette abondance, bon, la seule question qu'on a à se poser, c'est comment l'utiliser et mieux la distribuer, surtout. Ouais, mais avant ça, il y a une phrase, vous citez une phrase, je sais, c'est Barack Obama, vous êtes sûr que c'est Barack Obama ? Oui, ça c'est sûr. C'est sûr. 2017. Si vous aviez à choisir n'importe quel moment dans l'histoire pour naître, sans avoir connaissance de vos conditions de naissance, attention, voilà. Vous choisiriez maintenant sans aucun doute. Ouais. Et là, je me suis dit, en fait, vous tenez quelque chose avec cette phrase parce que ça veut dire que l'obsession, c'est de limiter les risques. Ouais. Si tu dis sans savoir mes conditions de naissance, ça veut dire que tu veux choisir le plus petit dénominateur commun. Ouais. Alors, ok, tu as moins de risques, mais tu as moins aussi finalement de perspectives, d'aventure, tu vois, capacité de devenir, j'en sais rien, le chevalier de l'impossible, enfin voilà, quoi, de vivre une révolution, Oui, je sais pas, oui, effectivement, le monde aujourd'hui est probablement beaucoup plus stable que ce qu'il n'a été. Il veut éliminer le risque, justement, non, François-Xavier ? Est-ce que là, il n'y a pas un sujet ? Non, je ne pense pas qu'on soit dans une logique d'élimination de risque. Je pense qu'on est plus dans une logique de dire, à un moment... Enfin, en fait, c'est plutôt une élimination du risque extérieur. Effectivement, on peut avoir envie d'aventure et pas avoir envie de naître dans un endroit où vous allez vous retrouver massacré par une tribu hostile du lendemain matin. Pile ou face. Ouais, pile ou face. Mais justement, la question, c'est on peut aussi prendre sa chance dans un contexte qui est un peu moins violent et un peu moins où on choisit pas pour nous. Vous avez prendre des risques, c'est bien, mais enfin, si vous êtes dans une dictature ou dans un pays autoritaire et on vous donne pas votre chance, je veux dire, si vous vouliez être entrepreneur au XVIe siècle et que vous n'étiez pas né au bon endroit, c'était plus compliqué quand même. Mais vous pouviez devenir Christophe Colomb. Voilà, si vous vouliez être entrepreneur au XVIe siècle. Ou mettre-le au bord de oui, ou mettre-le sur un bateau pourri et balancer à la mer parce qu'il n'y avait plus assez à manger pour tout le monde. Donc, distribution de l'abondance. Et là, vous arrivez alors sur deux points qui sont deux points au cœur de... Alors, il y en a un, il est au cœur du sujet d'actualité en ce moment. L'autre, il ne l'est pas du tout. Et je suis d'accord avec vous, à un moment, il va falloir qu'il démarque. Le premier, c'est alors le dividende monétaire, la monnaie hélicoptère. Ouais. L'idée de banques centrales qui aujourd'hui donc émettent de la monnaie massivement. Ouais. Et vous dites, mais il faut aller au bout du concept et l'injecter directement sur les comptes bancaires des citoyens. C'est un peu ce qui se passe quand même, François. Oui et non. C'est ce qui se passe un peu par la force des choses. C'est-à-dire qu'effectivement, aux États-Unis, on est en train de distribuer des chèques. Et donc, garantis par la Réserve fédérale. Garantis par la Réserve fédérale, qui ne seront jamais remboursés. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe ? On a fait un truc, on a inventé un truc de gestion de la monnaie qui est complètement absurde. C'est-à-dire qu'on a une richesse qui augmente en permanence. Bon, ça c'est par l'innovation, les entrepreneurs inventent des choses. Et on a une richesse qui augmente à la fois par la hausse des volumes et par la baisse des prix. Et en face, il faut augmenter de la même façon la masse de monnaie, en fait. Si vous augmentez trop la monnaie ou les prix montent, si vous montez pas assez la masse monétaire, les prix baissent. Vous avez là tout un chapitre. Et donc, voilà. On bien complexe sur l'inflation, la masse monétaire. Non, mais il faut. Voilà, je préviens juste, voilà, sur l'inflation, la masse monétaire. Mais effectivement, on augmente effectivement. Mais on est aussi sur une abondance de monnaie, voilà. Et on crée une abondance de monnaie. Le seul truc, c'est qu'on la crée par la dette. Et la dette, c'est une monnaie provisoire. Ouais. C'est-à-dire que vous émettez de la dette et elle va être remboursée. Et donc, en fait, on compense une création de richesse permanente par une monnaie temporaire. Vous ne croyez pas que c'est une fausse dette ? C'est une espèce de... Comme vous l'avez dit, elle ne sera jamais remboursée, tout le monde le sait. Voilà, c'est un espèce... Voilà, donc bien sûr, on tamponne une dette. Le problème de ça, c'est quoi ? C'est que vous l'envoyez uniquement à ceux qui peuvent emprunter, donc ceux qui sont riches, et là vous créez des inégalités. Ouais.
Et là, vous créez des inégalités parce que vous réservez l'émission monétaire, qui effectivement est une émission de monnaie paire, à des gens qui ont déjà de l'argent. Ouais. Et donc, vous creusez les inégalités. Et donc, tout le monde tape sur le libéralisme en disant le libéralisme, c'est pas bien, ça creuse les inégalités. En fait, c'est le dispositif le plus anti-libéral du libéralisme, qui est la création monétaire par la dette, qui n'est pas du tout quelque chose qui a été conseillé par les grands libéraux, les Hayek, etc. Pas du tout. C'est ce dispositif-là qui creuse, en fait, les inégalités. Eux, de toute façon, ils ne veulent pas de banque centrale. Eux, voilà. Et donc, en fait, et ça, c'est le premier problème, c'est que vous creusez l'inégalité. Le deuxième problème, c'est que vous mettez l'État au centre. Non, mais juste, parce qu'on en parle beaucoup, et ça se voit dans le prix des actifs, l'immobilier, enfin voilà, l'ensemble de ces éléments. En fait, le patrimoine, exactement. Vous surévaluez le patrimoine, effectivement. Donc les rentiers, entre guillemets, enfin, on est tous rentiers, hein, mais tous ceux qui possèdent du patrimoine le voient s'apprécier, y compris dans la crise. Aujourd'hui, on est sur voilà, une appréciation de l'immobilier, des actions, etc., dans une situation où la crise économique est monstrueuse. Et en fait, vous creusez effectivement les inégalités, ça c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que vous mettez l'État au centre du jeu. C'est-à-dire que, en fait, en gros, à une époque, vous aviez les électeurs qui voulaient des sous, puis vous avez les banquiers qui disaient, oh là, attention, si vous donnez trop de sous, les taux d'intérêt vont monter. Là, les banquiers disent, ah non, mais les gars, allez-y. Distribuez. Non, mais c'est bon, open bar, et d'ailleurs, on vous paye pour que vous empruntiez, ça s'appelle les taux négatifs. C'est ce qui... Oui, mais enfin... L'ensemble des dispositifs là, l'ensemble des dispositifs de soutien à l'ensemble de ceux qui ont été victimes de la crise, sont un peu de la monnaie hélicoptère. Mais complètement. Mais simplement, c'est de la monnaie hélicoptère qui transite par l'État et vous vous retrouvez avec un petit groupe d'hommes politiques ou de hauts fonctionnaires qui ont un pouvoir totalement... Mais vous voudriez qu'elle transite par quoi? Par la Banque centrale directement? Bien sûr, directement. La Banque centrale. Et vous raccourcissez encore plus le nombre de gens qui ont un pouvoir absolu. Là, vous vous retrouvez avec 12 gouverneurs. Non, parce que non, ils ont un pouvoir de thermostat, la Banque centrale, dans mon schéma. Un problème de thermostat, c'est-à-dire que c'est complètement automatisé, enfin automatique, c'est-à-dire que en fait, ils émettent de l'argent en fonction du niveau d'inflation. Si l'inflation augmente trop, ils réduisent l'émission qu'ils émettent. Si l'inflation baisse, ils augmentent l'émission. Et on le donne à tout le monde. Je veux dire, à Bernard Arnault comme à Bernard Arnault absolument comme aux chômeurs. Oui, pour deux raisons. D'abord parce que vous n'avez pas de, enfin, c'est hyper compliqué de commencer à faire. Enfin, c'est pas le rôle de la Banque centrale pour le coup de faire de la fiscalité et de la redistribution. Eux, ils ont besoin d'avoir un dispositif qui stabilise le niveau des prix. Faut que ce soit pour vous, faut que ce soit une mécanique automatique. Après, derrière, si dans chaque pays, les gens veulent accentuer leur redistribution par l'impôt sur le revenu, ils peuvent le faire, ils peuvent le compenser par la suite. Je comprends. Mais c'est les États qui doivent décider ça. La Banque centrale est là pour faire le boulot de stabiliser les prix, elle émet de la monnaie, elle le donne directement aux gens, et ce dividende monétaire, il change d'un mois sur l'autre en fonction du niveau d'inflation, et là, vous avez un outil pour stabiliser la monnaie qui n'est pas la dette. Et donc, vous pouvez reconcentrer la dette sur son vrai boulot, c'est-à-dire financer l'économie, financer le risque. Et non pas avoir une espèce de taux d'intérêt absurde négatif qui a absolument aucun sens et qui en fait nous donne une surabondance de dettes qui est extrêmement... Et vous les annulez les dettes? Non, pas la peine. Elles sont, non, pas la peine, elles sont là, quoi. Vous pouvez les annuler, les dettes au bilan de la Banque centrale, honnêtement, vous pourriez les annuler, ça ne changera pas grand-chose. Mais à la limite... On n'en sait rien. Vaut mieux pas. Si vous voulez, on peut ne pas les annuler. Vaut mieux pas, voilà. On peut ne pas les annuler. Non, ça sert à rien. Et du coup, vous laissez tranquillement soit se faire rembourser, soit se diluer en proportion du PIB. Alors à ce moment-là, c'est déjà le revenu universel, parce que derrière, vous allez sur le revenu universel. Oui, mais c'est autre chose, ça. Et finalement, c'est une forme de revenu universel, votre dividende monétaire. En fait, dans une ère de l'abondance, c'est pas étonnant que vous financiez la demande, en fait. C'est pas étonnant. Oui, bien sûr. C'est pas étonnant. Et donc, vous allez les faire par plusieurs dispositifs, effectivement. Vous avez un dispositif... Et surtout, vous l'expliquez bien, vous avez un problème de travail. Oui. Voilà. Alors, qui est peut-être temporaire, mais au moins pour quelques décennies, vous allez avoir un problème de travail. Qui est définitif, en réalité. Ça, j'en sais rien, parce qu'il ne faut pas faire sur le travail les erreurs que vous avez décrites sur la rareté des matières premières. Ouais. La transformation du travail dans 50 ans... Non, on n'en sait rien. Voilà. On sait rien, mais ce qui est... Mais en tout cas, là, vous savez que vous avez un problème. Ce qui est à peu près sûr, c'est que de plus en plus, la technologie peut remplacer le travail, peut remplacer de plus en plus de fonctions. Et tant mieux. Et tant mieux, personne n'a envie d'annuler, d'interdire les machines à laver pour recréer des jobs de lavandière. Exactement. Personne n'a envie de bannir les moissonneuses-batteuses pour créer des jobs de faucheurs. C'est bien. Il ne faut pas taxer les robots, il faut les laisser, entre guillemets, prendre notre boulot. En revanche, derrière, il faut effectivement reconsidérer la façon dont on gère le travail, à la fois de façon individuelle et peut-être plus morale aussi. François-Xavier, alors il ne nous reste que 3 minutes. Alors ce problème me passionne. Il passionne tous les libéraux d'ailleurs. Hein. C'est très surprenant le revenu universel. On voit vraiment l'extrême gauche comme les libéraux se retrouver sur ces réflexions. Je bute toujours sur une question. Ouais. Je vous la pose avec un peu de brutalité, c'est qui ramasse les poubelles? C'est-à-dire, à partir du moment, je comprends bien que, et c'est toute notre logique, nous libéraux, les gens voudront travailler. Ouais. Le revenu universel ne tuera pas le travail, bien au contraire. Absolument. Simplement, plus personne voudra faire les boulots. Alors, je veux dire ramasser les poubelles. On en a d'autres en tête, des boulots qui sont infaisables et que les robots ne font pas. Non. Et donc, c'est là que j'ai un sujet. Ce sera des éboueurs bien payés.
Mais personne ne voudrait être éboueur puisque tout le monde sera plus ou moins bien payé avec le revenu universel. Non, vous avez toujours une offre et une demande. Il faut croire au marché, Stéphane. Et encore ramasser des poubelles. Il y a pire, quoi. Vous voyez. Enfin, c'est là que j'ai toujours un sujet sur. Prenons ramasser les poubelles. Effectivement, si à un moment donné il faut payer cher les gens pour ramasser les poubelles parce que personne ne le fait pour un salaire de moins de temps, eh ben ils seront bien payés. Et il y aura un marché. Il y aura un marché. Il faut croire au marché, Stéphane. D'accord. Les éboueurs auront des salaires de PDG du CAC 40. Peut-être pas de PDG du CAC 40, mais en tout cas, il y a forcément un ah oui, c'est pas. oui. Ouais. Et simplement, effectivement, ça coûtera un peu plus cher de ramasser les poubelles. Donc peut-être qu'effectivement, on donnera moins de dividendes monétaires puisqu'il y aura un peu plus d'inflation. Mais ça va s'équilibrer. En fait, l'essentiel, c'est d'avoir un système qui fonctionne et qui soit équilibré. Mais ce que j'essaie de proposer dans mon livre, c'est un peu un dispositif d'ingénieur, mais c'est un système qui s'équilibre. Mais en tout cas, si on poursuit ces courbes, et encore une fois, sur un univers envisageable de 10 ans, c'est-à-dire des dettes à l'infini et des inégalités qui se creusent et une abondance qu'on n'arrive pas à partager, on tombe forcément sur cette question de revenu universel. Ceux qui refusent de se poser cette question, je ne sais pas comment ils résolvent les problèmes qui vont être posés à nos mondes développés. Voilà. Mais surtout, on peut. On peut en fait. En fait, il faut vraiment se mettre. C'est incroyable qu'on soit dans une logique où les gens pensent qu'ils vont moins bien vivre demain que ce qu'ils vivaient hier. Alors qu'on est dans l'ère de l'abondance. Mais on crée tous les ans plus de richesses que l'année d'avant. Sauf en 2020 par rapport avec le Covid. Mais quasiment. Enfin, 2020, c'est la 3e année de l'histoire de l'humanité en termes de création de richesses quand même. Hein. 3e année en termes de PIB. Voilà, on a créé plus de richesses en 2020 qu'en 2017. On l'oublie ça. Et pourtant, c'est le cas. Quand je vous disais que j'avais trouvé plus optimiste que moi, voilà. François-Xavier Oliveau, donc la crise de l'abondance sur Bismart.